Bonsoir messieurs, bonsoir à tous ceux qui nous écoutent. C'est le 15e épisode des Seigneurs de la F1. Ça y est, on a la conclusion ultime de cette saison 2022 avec un tiercé dans l'ordre par rapport au dernier Grand Prix. Verstappen, Leclerc, Pérez, la conclusion aussi de la saison 2022. Messieurs, bonsoir, Yo-Yo, Alex, comment allez-vous en ce bon lundi, lendemain de Grand Prix, ultime Grand Prix de saison? Yo-Yo. Bonsoir, un peu triste, fin de saison. Euh, bon, il y a la Coupe du Monde, mais après la Coupe du Monde, on va un petit peu sanguiner le dimanche après-midi. Le lundi soir, fini les petits seigneurs de la F1. Il faut qu'on trouve de nouvelles occupations. Et sinon, déjà hâte que ça reprenne. C'est vrai que, comme tu disais tout à l'heure, dans les sujets, on va parler de la saison 2023 qui commence dès aujourd'hui, avec les transferts, les tests des voitures. Donc, je pense qu'on est déjà prêt à entamer cette nouvelle saison qui, j'espère, sera riche en émotions aussi. Ah, et on l'espère, comme la fin de cet ultime tour à Abu Dhabi. Alex, comment ça va? Est-ce que tu nages dans le bonheur de cette seconde place de Leclerc au profit de Pérez? Eh ben oui, bah écoute, ça va, ça va. C'était un week-end aussi chargé en sport, hein. On a eu beaucoup de choses. Lancement de la Coupe du Monde de foot, match de rugby en même temps que la F1. Mais bon, priorité oblige, la F1 toujours numéro 1. Et puis bah, je suis hyper content de voir un Leclerc numéro 2 et donc ce sourire sur le podium. Et j'ai envie de dire, karma pour Red Bull à Brésil. Donc, le fait que Verstappen n'ait pas laissé passer Pérez a vraiment coûté la seconde place à Pérez. Donc je suis très content. Je suis très content parce que malgré toutes les petites erreurs qui ont été faites au cours de l'année, Charles Leclerc, je suis très content de le voir numéro 2, malgré sa malchance, les mauvaises stratégies. À chaque fois, je pleurais devant mon écran et vous m'avez vu à chaque fois en larmes tristes. Le voir numéro 2, c'est top. Ah ouais. De toute façon, il y a un moment dans la saison où il aurait pu jouer la première place, mais il a joué de malchance avec son équipe. Et je pense qu'on l'a assez dit durant tous ces épisodes pour pas te rappeler, te remettre le couteau dans la plaie, pour te rappeler les petites stratégies de Ferrari. Très bien, merci pour cette petite présentation. Bon, le débrief de Abu Dhabi, je pense qu'on va pas y passer non plus 4 heures. C'est simple, c'est comme à chaque fois. Il y a 5 tours de départ où c'est chaud bouillant. Apparemment, il y a une course au milieu. Et à la fin, il y a un tour où tout se décide. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce constat qu'on fait quand même depuis 2-3 ans? Ou est-ce que vous avez trouvé on va dire un réel intérêt au milieu de la course? Alex? Bah, effectivement, tu as bien résumé les événements. J'ai vraiment juste eu peur quand Lewis Hamilton a eu un problème avec sa boîte de vitesse, qu'ils allaient vraiment mettre une voiture de sécurité. Et là, je voyais déjà le podium, enfin la deuxième place de Leclerc s'envoler. Je me suis dit non, non. Et finalement, merci Lewis d'avoir amené la voiture au stand sans faire intervenir de voiture de sécurité. Ça a été magique. Mais sinon, voilà, on était sur un Grand Prix à Abu Dhabi. C'est vrai que tout se joue dans le dernier tour. C'était quand même assez intense. Ça se joue vraiment aux secondes près, même au centième près. Donc voilà, peu d'émotion quand même en cette fin de course, comme ce qu'on a été habitué tout au long de cette saison un petit peu. Toujours dans les 10 derniers tours, c'est là où ça s'active un petit peu. Il y a des rebondissements. Et Abu Dhabi nous a pas déçus pour la seconde année. Donc voilà. Oui, pour ceux qui n'ont pas suivi l'année dernière, bon, ça serait difficile avec tout ce qui s'est passé. Mais il y a peut-être des gens qui sont passés à côté. Hamilton perd le titre sur le dernier tour à cause d'une voiture de sécurité déclenchée par un accident causé par Latifi. Et là, embroglio général, la direction de course met trop de temps à faire rentrer la voiture, ce qui permet en fait à Verstappen d'être juste derrière Lewis pour le dernier tour avec des pneus frais, alors que Lewis Hamilton avait des pneus complètement cramés.
Et bah, derrière, il s'est fait passer dans le dernier tour et il perd le titre sur ça. C'est l'histoire de la F1. On pourra revenir dans un épisode à travers toute l'histoire. Il y a eu des titres comme ça qui se sont perdus sur les ultimes secondes. Bah merci Alex pour ton avis. Yo-Yo, toi, t'en retires quoi de ce Grand Prix d'Abu Dhabi? Même constat ou t'as été hype sur, par exemple, la bataille côté Alpine ou autre? Alors, franchement, je peux être comme Alex, même constat. C'est vrai que je m'attendais à plus de batailles. Dernière course, franchement, je crois qu'il y a un moment où je me suis dit, il faut une safety car pour lancer le truc. Et le petit truc qui est très parfait, c'est quand Vettel n'a pas ravitaillé avant les autres, je me suis dit, safety car, Vettel qui me fait un petit podium. Il me fait plaisir une dernière fois. Le Grand Prix reprend son charme un peu parce que c'est vrai que ben, c'est un petit peu le constat qu'on fait depuis 1, 2, 3, 4 ans même. Il y a les voitures de devant, Verstappen qui part loin devant le premier. Il y a une petite bataille entre le deuxième et le troisième une fois de temps en temps. Le petit train-train habituel. Et puis le fond de peloton ensuite. C'est triste. Ah, c'est clair que il y a eu un gros delta à un moment. Donc pour ceux qui nous suivent, personnellement, je suis fan de suivre le Grand Prix sur toutes les datas. Donc vous avez en fait un dispositif sur f1.com qui permet en fait de suivre toutes les données récoltées. Et en fait, bah là, c'était dingue parce que dans les 10 premiers tours, il y a les 4 premiers euh, qui ont créé, bah, comme tu le dis, un train. Et ensuite, il y avait Norris qui se baladait derrière, tout seul, au milieu de personnes. Et après, il y avait vraiment ce qu'on appelle le train DRS. Donc, c'est tous ceux qui vont profiter de l'aileron mobile sur les longues lignes droites pour se dépasser, se rattraper, être dans l'aspiration, etc. Et en fait, bah, là, tu voyais que soit ça se doublait, soit ça se doublait pas parce qu'il y avait le freinage après. Et en fait, ça avait créé un énorme bouchon. Et en fait, bah, après, on a vu les répercussions de ce bouchon quand il y a un moment, Pérez est ressorti des stands et il a été bloqué dans ce bouchon-là. Coucou à Pierre Gasly qui donne du coup la seconde place à Leclerc, notamment grâce à un petit bouchon qu'il a créé pour Verstappen. Pour Pérez, pardon. Bah merci. Merci pour cet avis. Je pense qu'on n'a pas besoin d'aller plus loin sur ça. Le côté fun, c'est les petits donuts. Donc ça, c'est traditionnel à la fin, de la saison. Donc c'est à Abu Dhabi depuis quelques années. Et à la fin, bah, le vainqueur du championnat fait des donuts. Généralement aussi avec le second ou quelqu'un en plus. Et là, c'était Vettel pour son dernier Grand Prix en carrière qui faisait des donuts tout seul. Bon, c'est le petit côté hype pour ceux qui sont sur place. Je peux vous dire qu'à la télé, on voit pas grand-chose. Donc, je sais pas si vous avez un avis sur les donuts. Est-ce que toi, Alex, t'aimerais peut-être en faire sur un petit circuit comme ça? Ou trop peur d'abîmer la BM? Non, avec une Formule 1, je pense que ce serait sympa. Si on doit retenir quand même en termes de donuts, bon bah c'était génial de voir les 3 premiers plus Vettel. On n'a pas vu les donuts de Ricardo. En plus, c'était son dernier Grand Prix, si je puis dire, là, de cette année, donc c'est un peu dommage. Pareil pour Mick Schumacher, qui lui, quand il a fait les donuts, il s'est fait réprimander par As. En mode, ouais, faut pas trop abuser sur la voiture non plus, quoi. En mode, on va la garder pour l'année prochaine et puis te la pousser avant de partir. Et vu le budget, je pense que le moteur sera utilisé lors du prochain Grand Prix. Voilà, on est là. Ça, c'est. Tu sais, ils partent déjà avec au moins une utilisation du moteur sur 60 tours. Mais je trouve ça sympa. Je trouve que ça met quand même un peu d'ambiance, même si Abu Dhabi, c'est vraiment de l'ambiance sur ambiance avec les feux d'artifice le long de la ligne droite pour l'arrivée. Et puis l'ambiance, de toute façon, tout simplement d'Abu Dhabi, ça nous change, comme on l'avait déjà dit dans un précédent podcast, à Miami, où on a de l'eau qui est fausse, etc. Là, on a vraiment un super beau circuit quand même. Mais je pense que c'est un kiff aussi pour un pilote de se dire, bon, bah écoute, je fais des petits donuts, c'est sympa, ciao. Et puis au moins, ça termine la saison comme il faut, quoi. Ouais, c'est clair. C'est clair que c'est vrai que ça met un peu d'ambiance. Bon, après, c'est vrai qu'on peut. Parce que pour ceux qui n'ont pas suivi, en fait, vous avez des zones délimitées pour faire des donuts aussi. C'est ça qui est un peu particulier sur ce Grand Prix, c'est qu'à la fin, il y a des grilles et on doit respecter son emplacement pour faire son donut. Donc, je pense que ça aurait été fun, hein, au moins un jour, tu sais, de faire
les gens, enfin tous peuvent en faire un au milieu du circuit pour donner un peu du kiff à tout le monde autour du circuit. Ou alors faire Euh, venir carrément Ken Block, tu le mets dans une ah Formule oui, 1 et tu lui demandes de faire un Gymkhana, un donc Gymkhana en F1, ce serait sympa. tu peux rappeler aux gens qui nous écoutent qui est Ken Block, comme ça Alors Ken Block, là, on est sur un professionnel du drift. Je vous invite, chère audience, à aller regarder quelques vidéos sur YouTube. C'est vraiment une personne qui aime bien mettre l'ambiance, prendre une voiture et aller dans une ville, par exemple San Francisco, et faire des drifts en pleine ville. Je sais pas, faire des donuts alors qu'il y a une personne qui est sur un Segway qui avance et justement il continue à faire des donuts autour de cette personne-là. Voilà. Et en fait, c'est le pro du donut, voilà, dans des endroits un petit peu atypiques. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Et donc, ce serait très drôle de voir une personne comme ça sur une Formule 1 faire juste 2-3 donuts. Bon, peut-être qu'on le verra peut-être à Las Vegas parce qu'il était présent cette année pour en faire d'ailleurs lors c'est vrai. de l'introduction au nouveau Grand Prix. Bah, merci pour la précision. Bon, on peut passer au sujet suivant qui est plus sur une rétrospective de la saison 2022. Ma question, parce que du coup vous allez voir plein de contenus sur internet qui vont vous parler de la saison, des récaps, etc. et qui sont très bien. J'en ai écouté un là juste avant de commencer le podcast qui parlait ceux qui gèrent le compte Off Track sur Twitter et ils vont faire un récap par écurie. Donc je trouve ça peut-être très malin et très bien, ce qui permettra à tout le monde d'avoir un récap par écurie. Ouais. Nous, on va prendre le parti de faire un peu votre bonheur, c'est-à-dire qu'est-ce que vous retenez vous en positif de cette saison. On va peut-être pas parler du négatif parce qu'on l'a assez parlé de tout ça au fil des différents épisodes. Mais vous, à un moment, une animation, un Grand Prix, un geste, qu'est-ce qui vous a plu durant cette saison 2022? Qu'est-ce que vous retenez? Qu'est-ce que vous allez écrire dans votre petit carnet de bord au fil des saisons pour transmettre après? Yo-Yo, toi, qu'est-ce que tu retiens de 2022? Alors, s'il y a quelque chose à retenir, déjà le sacre de Verstappen, on peut dire ce qu'on veut cette saison. Il était monstrueux. Il n'y a pas de discussion à avoir. Saison dernière, le finish était un petit peu controversé, mais cette année, il y a Verstappen et il y a les autres. La victoire de Russell, donc un nouveau vainqueur dans un Grand Prix. Et puis la petite bataille au début de saison, Ferrari-Mercedes. On a pu voir Ferrari-Red Bull. On a pu voir que les Red Bull, quand il y a une voiture qui a le potentiel, ils pouvaient être mis à mal. Et bah, maintenant, ce que j'attends, c'est de voir la saison prochaine si, avec ce salary cap qui est fixé et aussi bah, les sanctions qu'ils ont, est-ce qu'on pourra aller plus loin dans cette rivalité et voir si Mercedes s'ajoute à la fête aussi parce que fin de saison, on a vu les Mercedes revenir en forme. Donc bah, pour moi, c'est vraiment ce petit trio-là que j'attends de voir ensuite. Sinon, après, en dehors de ça, pas trop de souvenirs marquants parce que ben, on est quand même sur une saison assez répétitive où les courses, c'est quasiment la même chose. Ben, un problème des Ferrari, bataille Alpine-McLaren, les Williams, malheureusement, en dehors de quelques qualifs, sont au fond du trou. Les As qui font une course par-ci par-là quand ça va bien, quand ça chante au pilote ou quand les conditions sont favorables. Et sinon, bon, rien de bien marquant. Je pense que les deux saisons dernières ont été plus marquantes avec ben, des vainqueurs différents. Gasly qui a gagné une course, Ocon qui a gagné une course. Voilà, c'est vrai que c'était assez compliqué de ressortir quelque chose bien marquant dans cette saison où il y avait le top 3 et le reste. Ok, je comprends. C'est vrai que ça pouvait sembler assez plat avec une surdomination. Mais t'as raison, Verstappen bien au-dessus de tout le monde sur cette saison, une ultra domination. Bah merci Yo pour cette rétrospective perso de 2022. Et toi Alex, je vois que t'arbores fièrement le bob de Valtteri Bottas sur la tête. Quels sont tes faits marquants, ce que tu retiens en positif de cette saison 2022 de Formule 1?
Ouais, ah bah, moi, ce que je retiens positif, c'est quand même, on a eu deux podiums, deux victoires, de nouvelles victoires. On a eu Russell et Sainz. Ça a été aussi une première. Et je trouve ça génial parce qu'on a une saison, on a un Russell qui fait sa première saison chez Mercedes, qui termine devant son coéquipier Lewis, qui lui, c'est la première fois qu'il n'a pas gagné une seule course en une saison complète de F1. Donc voilà, il a même, c'est d'ailleurs pour ça aussi que Mercedes va revoir toute la monoplace pour l'année prochaine parce il en pouvait plus de cette voiture. C'est l'équivalent du chat noir, on va dire, je pense, pour nous tous. Mais je trouve qu'on a quand même eu quelques belles batailles, mais malheureusement qui n'ont pas été diffusées. On a eu un Vettel qui se bataillait souvent avec du Alonso lors des derniers tours. On a eu je pense, de belles batailles midfield, mais qu'on regardait souvent dans les replays des Grands Prix, mais qu'on n'avait pas en caméra. On avait tout le temps du Verstappen alors qu'il avait 15 secondes devant et ça ne servait pas à grand-chose. Euh, Sinon, après, ce que je retiens, c'est quand même la fiabilité. Hein, on l'a dit au travers de chacun de nos podcasts. Cette année, c'était quand même la nouvelle année. Les écuries tentaient de nouvelles choses. Ferrari, j'ai été extrêmement déçu. J'espère qu'ils ont bien appris de tout ce qu'ils ont eu cette année en termes de fiabilité de moteur, de stratégie, etc. Que ce ne sera pas le cas l'année prochaine. Mercedes, ils ont aussi appris de leurs erreurs. Enfin, c'est étonnant de voir un si mauvais départ pour une écurie telle que Mercedes et remonter la pente comme jamais dans les 4 derniers Grands Prix, de les voir performer de façon remarquable, au même niveau qu'ils étaient il y a 2 ans où ils surplombaient tout le monde. Donc ça promet vraiment pour l'année prochaine. Et après, moi, les choses un petit peu choquantes, bah voilà, il y a quand même des bons pilotes. Et cette année, ça n'a pas été leur année. Mick Schumacher, malheureusement, enfin, il y mettait du sien. On lui avait mis la pression pour qu'il mette des points à Silverstone. Il fait ses preuves, il fait les points, etc. Avec une voiture qui n'est pas exceptionnelle, on va dire. Il est quasiment tout le temps devant son coéquipier, devant Magnussen, sauf à quelques exceptions. Et puis, bon, bah, il y a un choix de rebasculer sur le Hulk. Mais je me fais pas de soucis pour l'avenir. Mais donc, du coup, quelques écuries qui ont vraiment baissé, là où en fait, je pense qu'on les attendait un petit peu au tournant, telles que Alfa Romeo, avec le cher Bob de Valtteri Bottas. On les attendait en haut et finalement, ça n'a pas été exceptionnel cette saison. Pareil pour AlphaTauri. Euh, mais sinon, je pense aussi la plus grosse surprise de cette année, si je devais terminer sur ça, c'est sans doute Alpine ils avaient vraiment une monoplace complètement incroyable, vraiment agile comme il fallait, top dans les virages. Deux pilotes qui étaient, je pense, que c'était leur meilleure année parce que les deux s'entendaient très bien et performaient là où il fallait. Et donc en plus finir quatrième, bon, McLaren sans Ricciardo c'était un petit peu compliqué, mais dans chaque Grand Prix, on voyait à chaque fois une petite Alpine derrière une Mercedes ou derrière Ferrari, et ça faisait quand même plaisir de voir ça, de voir la fierté française au devant de la scène. C'est vrai. Et Alpine, voilà. Sur le cœur, Yo-yo. sur le cœur. Yo-yo. Bah, très bien. Merci pour, Et toi, pour cet et toi, avis. Nico, c'est quoi tes faits marquants Alors, cette année? alors, vu que moi je suis un supporter Williams, je tire toujours des enseignements positifs de nos saisons. On va réfléchir comme ça et c'est comme ça que la mentalité Williams avance. Non, bah, moi, en tant que supporter Williams, très content de voir notre petit protégé Russell gagner sa course. En plus, une si belle course que celle du Brésil. Ça fait plaisir. Et moi, déjà, c'est l'événement qui m'a le plus marqué parce que personnellement, je suis Russell depuis qu'il a commencé en F1 et même avant dans les catégories inférieures. Et en vrai, enfin, tu le vois, c'est un chouette pilote. Apparemment, c'est un chouette gars aussi en dehors. En vrai, je suis trop content, quoi. Et de le voir percer comme ça 1 an après être parti de Williams, bah, c'est trop bien. C'est trop bien. J'adore. Parce que en plus, comme tu le disais, quand tu le rappelais très bien, bah, au classement des pilotes, tu vois, il se classe 4e sur sa première saison avec une bonne monoplace. Il n'a pas eu de chance l'année dernière parce qu'il était premier d'un Grand Prix avec la Mercedes de Lewis et parce qu'il remplaçait Lewis Hamilton qui était malade. Et il n'a pas eu de bol, quoi. À cause de l'écurie, il perd cette première place. Ça, c'est un truc de fou. Et pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous encourage à regarder
le récap de Drive to Survive sur ça, qui est très bien fait d'ailleurs. Et, du coup, trop content de le voir percer comme ça. Comme toi, je reprendrai aussi Alpine. C'est vrai que c'est vraiment top. En plus, pour moi, c'était un bon duo cette année, même si c'est un peu frité sur les derniers Grands Prix. Ocon Alonso, ça a plutôt bien marché. Je trouve qu'on était sur une transmission. Alonso qui dit à Ocon un peu où aller, et tu vois que Ocon commence à prendre comparé à l'année précédente. Donc du coup, c'est vachement encourageant pour l'année prochaine. Surtout qu'il y aura un duel dans le duel entre Gasly et Ocon. Donc ça va être cool de voir ça. Et sinon, alors moi je vais pas parler de F1. Le truc que j'ai retenu de positif cette saison, pour moi c'est la F2 et les catégories inférieures, la F2 et la F3. Parce que en vrai, je me suis régalé. La F2 et la F3, c'est sensationnel. J'adore ce championnat. Et quel niveau il y avait, je trouve, cette saison en F2. Parce que ça s'est bataillé, mais à chaque Grand Prix, il y avait des duels, il y avait des dépassements. Euh, Tu vois que les pilotes, ils sont quand même montés d'un cran, je trouve. Je ne sais pas si Yo-Yo partagera mon avis, mais je trouve qu'on est monté d'un niveau comparé à ce qu'on voyait les années précédentes en F2, notamment. En F3, peut-être un peu moins, parce que aussi les voitures sont différentes comparées à la F2. Ouais. Mais en F2, on est monté mais d'un cran en niveau de performance entre. Je vais remettre les pilotes sur le stream, mais entre Sargent, Daruvala, Drugovic, Pourcher, Vesti, Iwasa, un peu Fittipaldi sur certains grands prix, Cordel sur la fin, Verschoor, etc., Lawson, et ben en fait, là, dans tout ce que je viens de citer, je suis sûr, avec Douane aussi, qui est pilote alpine, je suis sûr que tu as des futurs cracks en F1, quoi. Ils sont mais à un niveau qui est extrêmement élevé. Et franchement, j'attends de voir Sargent, qui du coup a signé son contrat chez Williams. Je refais une petite parenthèse Williams, mais Logan Sargent qui remplace Nicolas Latifi, enfin Nicolas Latifi, chez Williams. Bah, du coup, ça fait plaisir. Retour d'un Américain en F1 aussi, ce qui est plutôt un bon signe vu qu'on va faire 3 Grands Prix aux États-Unis donc, en 2023. Donc c'est super cool. Et en vrai, j'ai hâte de voir tout ça, quoi. Un pilote qui sort de F2, il y a aussi Piastri qui avait passé un an au placard, qui du coup va reprendre un baquet. Bah, en vrai, ça va être beau. Ça va être beau. Et quand tu vois par exemple ce que Zhou a apporté en venant de F2, Guan Zhou qui est du coup pilote alpha, bah, en gros il est hyper stable. Il fait ses grands prix. Pour moi, c'est une bonne révélation aussi de cette saison parce que il est constant, il clash pas l'équipe, il apporte que du positif, je trouve, avec Bottas. Et ils sont dans une logique aussi comme Ocon et Alonso de transmission. Donc c'est trop cool de voir tout ça, un peu ce passage de témoin, on va dire, comme va y avoir au bout d'un moment entre Russell et Lewis. Donc moi, c'est ça que je retiendrai, des passages de témoins et des nouveaux cracks qui vont arriver, notamment en venant de F2. Du coup, Lio, je sais pas si tu partages mon avis sur la F2, parce que je sais que tu regardes beaucoup, mais... Alors, je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais je pense que justement, on a un plateau qui est assez uniforme, avec un niveau qui est assez élevé. Par contre, ce qui est dommage, c'est qu'on a beaucoup trop peu de place pour tous ces excellents pilotes. Quand on regarde ce qui arrive derrière aussi, ceux qui vont passer de F3 à F2, tu as nos deux chers Français qui arrivent derrière. En F2, même là, quand tu regardes le plateau est coincé parce que tu as très peu de pilotes à l'heure actuelle qui peuvent venir de F3 parce que on ne sait pas où placer ces pilotes. C'est-à-dire que en F1, c'est bouché. Tu as 1 à 2 places l'hiver par saison. Alors, tu vas les mettre en IndyCar, ils vont aller aux États-Unis, pareil. Super Formula au Japon, tu perds déjà quand même la performance. C'est vrai que Ouais. c'est compliqué. Et puis Formula I, Bon, après, il y en aura. Il y en aura qui vont passer en Formule I comme Bordeaux. exactement. Ouais, Mais mais c'est bloqué. Pour moi, ouais, je pense qu'on a vivier de talent. Une génération qui sera bloquée
à cause du manque de place. Bah après, il y a peut-être une saison où ça va se débloquer. Si tu fais Alonso qui prend sa retraite dans 10 ans. euh, non, parce que c'est un peu ce qu'il a déclaré. Hein. Genre, lui, il est Ouais. chaud pour continuer encore au moins 5-6 ans, tu vois. T'as Hamilton qui va pas tarder non plus à passer le cap. Bon, du coup, je disais Alonso en rigolant, mais c'est vrai que Alonso se rapproche aussi Ouais. quand même de la fin. Bah tu vas avoir aussi une génération un peu vieillissante. Les Bottas, ils vont être mis en concurrence. Les Magnussen, Hülkenberg qui va reprendre le baquet de Schumacher. Bah, Hülkenberg, il n'est pas tout jeune non plus. Ça va commencer à, à coincer, quoi. On va se retrouver avec pas mal de pilotes vieillissants et des gens qui vont être à leur prime. Je pense que Verstappen, bon, voilà, il est à son prime, par Non, exemple. bah, là, c'est fini. Là. Et les jeunes pilotes, faut voir ce que ça donne, tu vois, avec le rééquilibrage, je pense, des monoplaces. Et voir, bah, du coup, ce qui va se passer, notamment avec Sargent. Si Sargent fait l'affaire chez Williams et qu'on arrive à trouver une bonne monoplace qui fonctionne bien, bah, je trouve que ça peut le faire. Et puis, sachant que De Vries aussi va passer, du coup, chez AlphaTauri, bon, c'est encourageant, quoi. Donc voilà, pour ceux qui sont sur Ouais. le live, on voit la line-up de 2023. Dans certaines écuries, ça bouge pas. On a Red Bull, Ferrari et Mercedes, Alfa Romeo où ça bouge pas. Là où ça va bouger, bah, du coup, c'est McLaren avec l'affaire Piastri. Si vous n'avez pas vu la vidéo, on vous encourage à aller voir la vidéo sur YouTube du Cap Piastri. Donc Norris Piastri chez McLaren, Gasly Ocon pour l'équipe de France Formule 1, on va l'appeler comme ça, avec Alpine. Bottas, Zhou, donc du coup ça bouge pas. Tsunoda De Vries qui prend la place de Gasly parti chez Alpine. Magnussen Hülkenberg, le fameux retour, comme vous le dit souvent Alexandre, le retour du Hulk, comme c'est son petit surnom. Alors là, on va en parler dans les enjeux 2023. Je pense qu'on peut commencer direct par ça. Sur les enjeux 2023, Stroll, Alonso, les gars. Est-ce qu'on n'est pas au bord d'un clash? Genre, les deux, ils vont pas s'aimer. On est d'accord? Non. En fait, Alonso, il aime trop avoir le contrôle. Et vu que Papa Stroll dirige des mains de mettre son entreprise et qu'il souhaite faire de son fils un chouchou, je pense qu'il y aura un ou deux grands au départ. Faut pas oublier que maintenant, il est plus propriétaire entièrement de l'écurie, il est à 50%. Ouais, mais 50%, c'est assez pour faire le petit. Ouais, c'est Ouais, vrai. mais il veut aussi gagner, il veut aussi remettre Aston Martin sur le devant de la scène. Et qui de mieux qu'un Alonso, avec l'expérience qu'il a, pour le propulser. Exactement. Oui. À voir. Ouais, c'est vrai que Ça va gueuler. pour ceux qui nous écoutent, du coup, Lance Stroll, le père du pilote Stroll, possède 50% de Aston Martin, qui était avant, c'était quoi, Force India, et après c'était quoi, Racing Point. Racing Point, ouais. Donc du coup, il possède cette écurie depuis un certain temps, et comme par hasard, qui a-t-il placé en pilote numéro 1 dans sa propre écurie? Son fils, le cher Stroll. Et là, Vettel, il était quand même très conciliant. Je trouve qu'un Vettel sur la fin de carrière, tu le prends un peu au bon moment. Il est cueilli mûr, tu sais qu'il va faire ses courses et qu'il va pas te causer de problème. Alors que là, le père Fernando, on peut vous dire que là, il va dire ce qu'il pense. Hein. Et généralement, Alonso, Avec il y va pas McLaren. par quatre chemins. Oui, voilà. Très, très bon parallèle. Mine de rien, Vettel s'est assez agi à la fin de la saison. Il nous a Oui. régalé. Il a fait les meilleures courses. Les 3-4 dernières courses de la Ouais. saison, tu les prends. Il fait des courses incroyables avec la voiture qu'il a. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Bon, après, le Stroll, on va pas aussi retirer le fait qu'il est quand même bon sous la pluie. Ça, on peut pas lui Ouais. retirer. Et enfin, pour 2023, Albon, Sargent, la line-up de Williams. En vrai, bonne line-up, je trouve. Maintenant, il manque plus Budget. que la monoplace, quoi. Mais ça va arriver. C'est ça. Je pense que Williams va avoir beaucoup plus de budget que, par exemple, As. Tu vois. Ouais.
avec les investissements qu'ils vont faire et tout ça, je pense qu'ils sont dans de meilleures conditions que par exemple un As ou peut-être un AlphaTauri, tu vois, la saison prochaine. Je prends ça à mesurer avec des pincettes, je te l'accorde, je te vois hocher la tête, Alex. T'es pas d'accord? On a beaucoup de Grands Prix américains là, l'année prochaine. Oui. Bon. On peut au Qatar aussi, en Arabie Saoudite. Donc, et Money, l'argent fait tout en Formule 1, quasiment. Hein. Drive to Survive le souligne suffisamment un peu trop dans, dans chacun des épisodes, mais c'est vrai que As, là, il puise un peu dans les réserves. Pour te dire que si Mick a craché 2 voitures et c'était vraiment à la limite d'être un peu, de récupérer quelques pièces par-ci par-là, à droite à gauche, c'est vrai qu'aujourd'hui, ils récupèrent un petit peu tout ce qu'ils peuvent. Là où c'était le cas un petit peu de Ouais. Williams il y a quelques années. Maintenant, c'est vrai que c'est As. Ah bah on roule sur l'or maintenant. Alors du coup, par rapport à cette belle photo, je vais vous demander quels sont pour vous les enjeux de 2023. On sait qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer en 2023. Pour faire l'introduction, déjà, sanction de Red Bull. Red Bull va se retrouver avec une sanction parce qu'ils ont dépassé le budget de cap l'année dernière, donc ils ont dépassé le budget autorisé. Donc du coup, ils ont pris une sanction pour cette année, qui est notamment moins de recherche et développement en aéro. Pour vous, quels vont être les enjeux du coup de ça? Quels vont être aussi les enjeux des nouveaux arrivés? Piastri, Hülkenberg, Sargent, De Vries. Qu'est-ce qu'on peut en attendre? Et si vous avez déjà un sentiment, est-ce que Mercedes va redevenir de la top team? Est-ce que Ferrari va régler les problèmes de stratégie? Est-ce qu'il y a des gens qui vont confirmer, des guerres qui vont se déclarer? Quelles sont, pour vous, les projections sur 2023? Yo-Yo, qu'est-ce que tu projettes? Alors moi, je pense que... Alors, déjà, je vais prendre écurie par écurie. Verstappen, Perez. Alors, c'est soit Perez, il s'impose, soit c'est la fin pour lui, je pense. Ah ouais. Ouais, c'est la saison décisive pour lui. Je pense qu'on a vu que il se rebellait par rapport à Verstappen. Euh, on a déjà connu ça chez Red Bull, les Vettel Weber. On a connu aussi tout ce qui était comment ça s'appelle? Bah, Ricardo aussi Vettel, ouais. Verstappen, Ricardo. Donc, où il y avait des guerres internes et où ça n'a jamais trop plu à Red Bull. Donc je pense que Perez, soit il se démarque sur la piste et on n'en parle plus, soit il n'arrive pas à se démarquer et ça parler encore et il part. Leclerc, Sainz, Ferrari, j'attends que Ferrari, on attend du Ferrari quoi. Faut tout enlever quoi. On enlève, on garde que la couleur et puis on garde les deux pilotes et on vire tout le reste. Il est dur, Yo-Yo, il est dur. Réaliste, en dehors de la dernière course, en dehors d'hier, ils ont fait n'importe quoi Ferrari toute la saison. Mais sinon, ouais, je pense que Ferrari, ça peut être l'année, la confirmation pour Ferrari. Et j'attends quand même un peu plus de Sainz, en sachant que le petit Arthur Leclerc vient de signer chez Dams en F2. Donc il y a intérêt à ce que derrière ça suive pour Sainz si on veut pas avoir une équipe Ferrari Leclerc, une team Leclerc chez Ferrari dans 2-3 ans. Hamilton Russell, bon, comme on en parlait tout à l'heure, passage de témoin. Et je lis un peu l'histoire avec Williams, c'est-à-dire que je pense que Mercedes pose ses pions chez Williams et que le meilleur de Albon ou de Sargent rejoindra Mercedes une fois qu'Hamilton prend sa retraite. Ok. Ensuite, on va lier Alpine et comme cette saison, Alpine et McLaren. Je pense que ce sera le meilleur du reste. Moi, Piastri, j'attends de voir ce qu'il donne après ce qu'il a fait. Clairement, je pense que c'est le pilote que tout le monde attend. C'est soit ça fonctionne bien chez McLaren, il se fait une bonne réputation, soit le mec tombe au fin fond des abîmes après toute son histoire avec Alpine. Euh, Alpine, alors Alpine, ça va être incroyable. Je pense que c'est soit tout se passe bien, soit on tient une rivalité française historique. On sait que Gasly et Ocon ne s'aiment pas
depuis leur plus jeune âge. On va essayer de les faire cohabiter. Ces deux pilotes sont habitués à être mis en avant. Ocon, cette saison, s'est mis en avant, a su se démarquer avec Alonso. Gasly, c'était un peu la tête pensante d'AlphaTauri, c'est lui qui maintenait le bateau à flot. Donc autant dire que aucun des deux ne devrait être deuxième, second pilote chez Alpine. Et on risque de voir des étincelles, des crashs, des sorties dans les médias, du drama quoi. Et Après AlphaTauri. AlphaTauri, j'ai du mal. C'est c'est l'écurie, je pense, c'est celle qui, je sais pas, celle on n'attend rien. Peut-être De Vries, on attend de voir ce qu'il va donner, mais sinon, on sait que Tsunoda est là par défaut pour les contrats. Ce sera jamais un second pilote chez Red Bull, ce sera jamais excellent pilote. As, bah, avec tous les grands prix qu'ils ont aux États-Unis, ils seront obligés de se montrer, ils ont des investisseurs. Donc on peut les attendre peut-être dans la bataille avec Alpine et McLaren. Et Aston, on en parlait déjà. Donc je vais pas me répéter par rapport au fait que Alonso peut mettre un coup de pied dans la fourmilière et dans la famille Stroll pour essayer de prendre place et faire de Aston s'il souhaite. pas d'avis sur Williams? Williams, pour moi, c'était lié À Mercedes? à Mercedes. Ouais, c'est clairement Williams va grandir, mais ce sera une équipe pour laquelle Mercedes va se servir pour développer ses jeunes talents. Ok. Bah, merci pour ce détail et ces précisions sur la line-up 2023. Bon, Alex, tu es un grand supporter Ferrari. Est-ce que 2023, tu l'as coché sur ton calendrier? Est-ce que tu t'es dit, allez, ça y est, c'est notre année. On va le faire. Surtout que si le cher Vasseur arrive chez vous et Oh tout là là, ça peut le faire c'est quand même. magnifique. C'est beau. Effectivement, bah, Ferrari toujours dans mon cœur, hein. 2022, c'était notre année. Finalement, non. 2023, ça va être notre année. Et finalement, oui. Non, non, j'espère juste que là, Ferrari, bon, ils ont dit qu'ils développaient en parallèle la nouvelle Formule 1, enfin la nouvelle monoplace pour 2023, ils allaient faire quelques changements. Effectivement, faites du changement, mettez tout sur la vitesse de pointe, c'est ce qui marche chez Red Bull. L'aéro, c'est pété, on l'a vu, c'est bon. Allez, maintenant, envoyez-nous du lourd, envoyez-nous de la Ferrari. Donc, grosses attentes sur Leclerc, grosses attentes sur Sainz aussi, parce qu'il a fait quand même beaucoup d'erreurs cette année, Sainz. Il a prolongé son contrat chez Ferrari et genre pendant quatre circuits d'affilée, il s'est craché en qualif, course ou un truc comme ça. Donc on attend un peu mieux de lui. Bon, bah, Leclerc, j'ai aucun doute sur lui qui ira très loin plus tard, hein. Ce serait marrant quand même de voir, j'avoue, les deux Leclerc chez Ferrari. Ce serait super drôle. Mais c'est quand même bien aussi d'avoir deux personnes dans deux écuries différentes comme Michael Schumacher et Ralph Schumacher à l'époque. Je trouvais ça quand même pas mal la comparaison. Bah, Red Bull, bon bah moi j'ai envie de dire Verstappen, c'est toujours le même, hein. Il va vouloir avoir la voiture la plus rapide, donc il va se faire il va se faire goinfrer par Red Bull. Pérez, je pense que ça l'a suffisamment chauffé les 2 derniers grands prix de non seulement de ne pas passer devant, Verstappen alors que c'était un ordre d'équipe et donc de se voir voler, la deuxième place à Abu Dhabi. Ils se sont dit qu'ils se sont expliqués, mais moi je pense que ça bouillonne quand même intérieurement et qu'il a envie d'aller plus loin qu'être numéro 2, quoi. Même si je pense qu'on est sur ces dernières années, hein, quand même à Pérez, il faut quand même aussi se le dire. Même si, encore une fois, il a signé jusqu'en 2024, ça joue aussi là-dessus. Après, effectivement, je rejoins Hugo sur Alpine. Alpine, je pense que ça va être l'écurie, moi, que je vais le plus regarder parce que les deux ne s'entendent pas du tout. Gérer une écurie, déjà, c'est compliqué. Gérer deux pilotes, c'est encore plus compliqué. Surtout que les deux ont à peu près la même expérience en F1, on va se le dire. Donc, qui sera le premier pilote? Qui sera le pilote numéro un chez Alpine? Ce sera la grande question. Mercedes, je sais pas quoi penser parce qu'en fait, du coup, comme ils vont arriver avec quelque chose, une nouvelle monoplace, ils vont apprendre de leurs erreurs de cette année. Mais d'un autre côté, il faudra aussi se refaire avec un peu tous les changements. Mais comme chaque année, et ils l'ont pas fait cette année,
normalement, Mercedes apporte toujours un petit truc en plus que les autres ne font pas. Genre, on a eu le DAS, on a eu quelques petits éléments aéros que eux étaient assez malins pour faire et qui étaient passés auprès de la FIA. Donc, j'aimerais bien avoir un petit peu, voilà, qu'on entende aux essais donc, en février, donc juste avant de commencer la saison, ils font des essais. Bah, en fait, waouh, mais c'est quoi, qu'est-ce que Mercedes nous a sorti? C'est quoi ce petit truc là magique? Voilà, donc un peu l'ingéniosité allemande, j'ai envie de dire. Surtout qu'en plus l'année prochaine, on aura 3 circuits en plus, donc il faut aussi que les monoplaces tiennent plus longtemps. Donc c'est pas forcément un mauvais choix de Mercedes d'avoir, pu retravailler leur monoplace. Après bon, bah, globalement les autres équipes, ce que je vais pas du tout regarder, je vais pas regarder As parce que ça m'intéresse pas trop de voir ce duo vieillissant. Bah, ça me fait penser vraiment à Grosjean Magnussen quoi, hein, Hülkenberg, Magnussen, ça va être, ils sont là pour essayer de sauver l'écurie, bon, ça va pas m'impressionner non plus. AlphaTauri, je rejoins Yo-Yo. Tsunoda, je suis pas trop fan de lui et effectivement, je trouve que ce sera pas du tout un pilote Red Bull. Il a J'ai envie de dire Verstappen, il a son caractère, il est un petit peu comme Tsunoda, il est hyper énervé, mais il sait bien conduire et il sait se calmer. Bon, sauf peut-être l'année dernière. Mais Tsunoda, il est vraiment trop dans sa bulle, il en fait qu'à sa tête et il est encore trop jeune. De Vries, j'attends vraiment de voir un peu ce qu'il fait. Il va faire du bien déjà à AlphaTauri parce qu'il a quand même pas mal de sponsors, donc ça va aussi faire du bien pour l'écurie. Alfa Romeo, bon, bah, moi, Bottas, j'attends un petit peu d'entendre un peu plus parler de lui. On a rapidement entendu au Brésil où il disait justement à Zhou, «Ah, faut qu'il arrive à avoir Albon, au virage numéro 10 parce qu'il est assez faible là-dedans» et effectivement, il l'a fait, il l'a montré, donc c'est vraiment l'expérience qui parle. Il a ce rôle de coach, mais bon, ce sont les dernières années. Williams, j'en parle pas parce que je pense que ça va être la surprise de l'année prochaine, ça va être Williams. Et Aston Martin, j'ai juste hâte d'entendre des petits moments comme ça en pleine course, des moments de radio où Alonso nous lâche les mêmes réflexions qu'il faisait chez McLaren avant qu'il parte en pseudo-retraite, en mode c'est waouh, super, on est vraiment la voiture la plus lente du peloton, génial les gars, c'est top quoi. Voilà, ce genre de petits pics à la radio, ça peut faire plaisir, mais il est très cash, très transparent et aujourd'hui en fait, bah, McLaren aussi est à son apogée depuis qu'il était parti, qu'il avait fait tous ses retours. Donc j'attends de voir tout ça et j'ai pas parlé de McLaren. McLaren, honnêtement, moi, je vais que regarder Norris. J'attends effectivement énormément de Piastri. Je sais pas du tout ce qu'il vaut, en F1 parce que c'est vraiment un gros gap aussi la F2 quand tu passes en F1. Mais, heu, mais je pense que, si Piastri fait une saison où il arrive à bien suivre Norris, ça peut faire pencher la balance sur le cœur de Zak Brown, pour son pilote favori. Je me dis qu'il a investi tellement d'argent pour avoir Piastri qu'il faut rentabiliser au bout d'un moment donc hâte de voir tout ça et de voir aussi, bah, un peu plus de Grand Prix l'année prochaine, puisqu'il y en a 3 nouveaux. On a le retour de enfin 3 nouveaux. On a le retour de la Chine, on a le nouveau Grand Prix de Las Vegas et on a, le Qatar, le retour de Losail qu'on n'avait pas eu cette année, mais qu'on avait eu l'année dernière. Donc je pense que ça peut être sympa. Ok. Bah, merci pour ce retour très complet et ces espérances pour 2023. C'est vrai que vous avez tous les deux raison sur pas mal de sujets, notamment Piastri. On attend beaucoup de lui. C'est le bon moment pour prouver tout ce qu'il disait à propos d'Alpine, comme quoi Alpine n'était pas formidable et qu'il fallait mieux signer dans une grande écurie comme McLaren. Bah vas-y mon gars, maintenant c'est le moment de montrer ça. Et surtout que moi ce qui va être moins fun, c'est que jusqu'alors on avait une équipe McLaren qui était quand même sur des bons coéquipiers. On en parlait on parlait rapidement lors du dernier podcast qui était sur les coéquipiers justement. Bah, Norris, Ricardo, ça fonctionnait bien. Norris Sainz, genre c'est les deux frères maintenant. Mais Norris Piastri, là on est sur le feu et la glace quoi, hein. Il y a un mec hyper perso qui est Piastri et Norris qui lui est hyper bon copain avec tout le monde, qui aide l'équipe et tout ça. Bon, on va attendre de voir ce qui se passe quoi. Puis bah, je pense qu'on est tous les trois d'accord pour dire que Hamilton, Russell, ça y est, c'est le passage de témoin sur l'année prochaine peut-être. On voit comment Hamilton a fêté limite la première victoire de Russell
Je pense qu'il l'a jamais fait pour un coéquipier, donc je pense que c'est le bon moment. Franchement, on l'aurait pas vu faire la fête comme il a fait si Bottas avait gagné, par exemple. Qu'on soit d'accord. Donc voilà, je pense que Russell, ça y est, c'est le bon. C'est celui qu'on attendait. C'est un peu l'élu chez Mercedes de reprendre un peu tout ça. Et c'est vrai que moi, il y a un truc que j'attends de 2023. Ça va vraiment être ce côté nouvelle voiture. Qu'est-ce que va donner parce que c'est tout le temps ça en F1, quand vous avez un changement de réglementation sur une nouvelle monoplace, ce qui s'est passé en 2022. Donc là, pendant tout 2022, tout le monde travaille sur la F1, tout le monde se rend compte de ce qu'il faut améliorer, ce qu'il faut jeter, ce qu'il faut garder, etc. Et là, en 2023, bah, du coup, on va repartir sur le même socle que 2022, mais avec des optimisations. Donc c'est généralement l'année où on a quand même des vitesses de pointe qui sont quand même des fois plus élevées, des meilleurs temps sur les tours, aussi des problèmes de fiabilité. Donc en vrai, j'ai envie de savoir ce qui va se passer. Et j'ai aussi envie de savoir comment va arriver Red Bull. Est-ce que c'est assez pénalisant de leur avoir retiré des heures de travail en aérodynamique alors qu'ils ont honteusement dépassé le budget de cap pour une raison qui est complètement bizarre, on va le dire. Pour ceux qui nous suivent, c'était combien, Yo-Yo, qu'ils ont dépassé le budget? Tu te souviens? C'est quoi, 7-10 Ouais, millions? 7 millions, ouais. Ok. Bah, ils dépassent de 7 millions le budget autorisé par la FIA. Et La qu'est-ce qu'ils cantine. disent? C'est à cause de la cantine. C'est à cause des gens qui sont. À cause du Covid, parce ils sont allés chez eux, etc. Et qu'on a dépensé beaucoup en cantine pour rien. Non, mais de qui on se fout, quand même? C'est un truc de fou. C'est pour ça que, enfin, moi, je n'aime pas du tout Red Bull pour ça. C'est la triche honteuse, quoi. Donc, en vrai, j'ai envie de voir si ça va vraiment les pénaliser. Et ça leur fera pas de mal d'être dans le peloton du milieu, plutôt que de batailler pour juste des micro-points à chaque fois à gratter sur les meilleurs temps, parce qu'ils ont déjà tous les points raflés par Verstappen. Et puis ça fera pas de mal à Verstappen peut-être de galérer, parce que ça aussi, ça va être un passage de cap. C'est-à-dire que la troisième année, quand tu es sur deux championnats du monde d'affilée, c'est la plus compliquée, hein. Enfin, pour nous qui suivons depuis quand même assez longtemps la F1, je trouve que c'est quand même un passage assez compliqué de gagner 3 fois d'affilée, enfin de remporter 3 fois d'affilée le titre. C'est un passage un peu complexe. Et là, ça va être le moment pour lui de se remettre un peu les bouchées doubles sur ça. Et je pense que, comme tu disais, Alex, bah Ferrari, allez, let's go, hein. On ouvre les vannes et c'est parti, hein. Faut y aller, hein, les gars. C'est plus le moment de douter, hein. Budget cap, les gars, là, allez-y, donnez Mais, tout. mais c'est pour ça que là, ça va être intéressant l'année prochaine parce que si Red Bull montre qu'ils s'en sortent malgré les sanctions qu'ils ont eues, oh bah t'inquiète pas que tout le monde va y aller, hein. C'est parti, hein, ça va repartir comme dans les années les plus folles où c'était quasiment budget no limite et qu'on avait des voitures qui allaient beaucoup plus vite et qui étaient juste des engins de mort, quoi. Donc je pense que ça va aussi donner la température sur ça, quoi. Je sais pas si vous êtes d'accord sur est-ce que si Red Bull s'en sort, bah ok, bah maintenant on va tous faire all-in vu qu'ils n'ont pas été assez sanctionnés, qu'ils ont quand même tiré un avantage de tout ça. Parce que l'avantage qu'ils ont tiré, c'est que ces 7 millions, ils ne sont pas passés dans la cantine, ça on le sait très bien. Ils sont passés dans la monoplace de Verstappen et qu'on a essayé d'optimiser pour déjà prévoir 2023 et déjà avoir de l'avance. Et du coup, le coup de Horner, c'est se dire, ok, on prend la sanction, mais ça se trouve, on aura tellement d'avance que la sanction vaut le coup. Est-ce que toi, Yo-Yo, tu penses que ça va être ça? Alors, je pense que ça va peut-être être ça. Le problème, c'est que vu que Red Bull a déjà de l'avance et qu'ils ont une année dessus de restriction, les autres vont prendre une année de restriction, mais avec du retard. Donc, tu accumules quand même le retard alors que Red Bull a déjà sa petite avance. Ah, c'est Moi, ce que dégueu. j'attends de voir, c'est que si, par contre, si Red Bull rétrograde, je pense qu'on aura une très belle bataille avec 3 écuries, Mercedes, Ferrari, Red Bull. Et je suis désolé pour toi, Alex, mais je pense que Ferrari cette année, c'était l'année ou rien. Parce que Mercedes, quand tu regardes Russell et Hamilton, si tu leur donnes une voiture qui fonctionne, on peut voir les deux se battre juste entre eux.
Oui, Non, mais mais c'était la livrée, elle était trop rouge foncé, c'était pas, Alex, il c'était va te pas le dire, vrai rouge, si ce tu qu'on leur donnes censé des voir. stratèges, ça va le faire. Non, non, mais avec plaisir. Non, non, après pour défendre Red Bull, hein, il y avait tout le temps Gordon Ramsay, dans les stands. Je dis ça, je dis rien. Voilà, c'est peut-être pour ça que le budget est passé un peu trop vite. Pourtant, il a acheté toutes les Ferrari, hein, mais non, mais et moi, j'ai qu'une hâte aussi, c'est de voir, mais je me projette déjà, ça vient de se finir, hier, on est déjà dans le futur, c'est le moment où on voit les monoplaces se révéler. Alors ça c'est mon Ouais. Ah, préféré et je te dis la couleur, la Ferrari, s'il vous plaît, remettez le rouge vif. Je le sens bien et on est reparti pour une année de folie, est-ce qu'il tant tenterait mieux. pas le jaune? Non, non, ça leur a pas Non. réussi, non, non. Ah, ce fut une époque où elles étaient jaunes quand même. Ouais, mais non, 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 ça a pas réussi là, cette année. Ça a pas. Oui, c'est vrai que pour ceux qui nous suivent, le reveal des monoplaces, c'est toujours le moment préféré de tout le monde parce que c'est là où on analyse les micro-détails. Ah bah tiens, ils ont mis tel aileron avant, tel nez. Ah, les bouches, elles sont comme ça. C'est là où on avait vu que bah, là, c'était une innovation parce que si ça marchait, c'était fou. Mais où Mercedes avait choisi de ne pas mettre de pontons, donc les choses qui permettent de faire rentrer l'air en masse dans le moteur. Eux, ils avaient choisi de justement aplanir tout ça pour avoir en fait un maximum d'appui dans les virages. C'était quand même fou de prendre ce pari-là. Et ils l'ont fait. Et GG à eux, mais du coup, ça n'a pas marché. Mais c'est vrai que c'est un moment assez atypique. Et d'ailleurs, pour ceux qui se posent la question, c'est pas vraiment les vacances, du coup, pour tout le monde. Parce que là, ce que vont faire les. Dès demain, il y a des tours de circuit. Avec. Mmh. Donc, dès demain, il y a Gasly notamment. Il y a Alonso qui monte dans la monoplace, dans leur nouvelle Hamilton. monoplace. Hamilton aussi. Bah, du coup, dans sa monoplace. Mais ils vont faire des tours de circuit pour les optimisations. Donc, en fait, le travail, il commence vraiment maintenant, quoi. Et tout ça, tous les ingénieurs, etc., vont travailler à l'usine. Et rendez-vous, du coup, le 23 février pour la pré-saison à Sakia. Donc, pour l'instant, je vois qu'une seule pré-saison de testing. Ça me paraît short quand même. D'habitude, il y a toujours aussi Barcelone qui sert de pré-test pour la saison. Surtout que c'est pas du tout les mêmes types de circuits. Sakir, c'est quand même de la grosse vitesse de pointe qu'il faut emmener. Alors que Barcelone, il faut aussi emmener beaucoup de braquets dans les virages. Du coup, tu le soulignais très bien, plus de Grands Prix aussi cette saison, avec les nouveaux Grands Prix. Euh, ça, va être, ça va être tendu, hein, 24 courses plus une semaine de test pour tenir sur toute la saison. Surtout il y a beaucoup de déplacements où on va transiter en avion, on va faire pas mal de kilomètres. Vous pensez que tout va tenir au niveau fiabilité ou justement là il y a des choses qui vont craquer? Par exemple, allez au pif, on va prendre Imola. Imola, ça y est, il y a des trucs qui vont craquer ou est-ce que vous pensez qu'ils vont tout mettre sur la fiabilité et un peu moins sur les perfs? Moi, je pense qu'il faudra faire super attention au timing des changements. Parce que justement, ils ont le droit de changer, c'est quoi? C'est 3 fois le moteur dans une saison, Ouais. etc. Enfin, il y a certaines pièces qui peuvent changer 3 fois, d'autres 5, etc. Et en fait, ça va être le timing. Là, tu rajoutes 4 grands prix, tu rajoutes globalement, allez, 200 tours. 200 tours pour un moteur et une boîte de vitesse et ça fait beaucoup. Et donc, je me dis, il y a des grands prix où il va falloir ralentir un peu le rythme, mais avoir quelque chose quand même de constant, mais pour miser sur le long terme. Parce que quand tu arrives dans ta fin d'année, et on l'a vu, je pense qu'on l'a vu pour le Grand Prix d'Abu Dhabi, un Pérez qui met quand même pendant les 20 tours restants 7 dixièmes par tour à un Leclerc, alors qu'il a 10 tours de plus dans les pneus, etc. Mais comme ça, c'est quand même monstrueux. Ça en dit vraiment long sur le moteur Ferrari qui était vraiment en fin de vie à la fin, et parce qu'il l'avait changé beaucoup trop tôt aussi. Donc moi, j'ai hâte de voir les moments où bah, il y aura des changements moteurs, parce qu'en plus, tu prends de la pénalité. Donc du coup, il faut aussi calculer à quel moment tu comptes le faire pour que ça t'influence pas trop sur ton classement et que ça ne te joue pas des tours à la fin de la saison quand tu joues le podium, comme c'était le cas cette année, ou le championnat constructeur entre Mercedes et Ferrari, comme c'était le cas cette année, quoi. Mais oui, de la casse, bah, je pense en avoir l'année prochaine, hein.
Ouais. Moi, je pense aussi, dès le début de la saison, quand tu regardes les Grands Prix, tu vas à Bahreïn, c'est le désert, il fait chaud. Tu vas en Arabie Saoudite, pareil. Tu vas en Australie où il fait chaud et où il peut faire humide. Tu vas en Chine où tu as 50% d'avoir de la pluie. Et après, tu vas en Azerbaïdjan où tu as des lignes droites incroyables. C'est que tout ça t'appelle casse-moteur. C'est incroyable. Après, tu as Miami, la longue ligne droite. Exactement, t'as Miami. Ouais. Et après, justement, c'est pour ça que je pointais du doigt Imola. Parce que là, Imola, c'est hyper technique. Hein. Là, Ouais. ils vont Ouais. sacrifier les freins, etc. Et la boîte, elle prend cher aussi à Imola quand tu Oui, c'est regardes vrai. les lignes droites. Et après, t'as Monaco aussi où tu fais ta petite balade. Donc, Ah, ça va être intéressant. Ouais, ça va être chaud quand même l'année prochaine. Enfin, rajouter quand même 3 Grands Prix aussi, c'est quand même beau sur le calendrier. Si ça se fait, hein, vraiment, on n'est pas à je l'abri crois d'un je crois qu'il n'y a que Chine entre parenthèses pour l'instant. Mais ouais, ce D'accord. serait fou. Ok. Donc, Et les pneus, Pirelli, l'année prochaine. ah, voilà. C'est là où je t'attendais, Alex. C'est là où je t'attendais. Savoir comment va se passer les pneus. Est-ce qu'on va être sur des pneus nouvelle génération, améliorés, ou des pneus vraiment bof? Moi, ils me font peur hein, quand même, Pirelli, quand ils disent qu'ils font du test et que chaque année ils font du test, mais que chaque année c'est encore pire en termes de dégradation. C'est Moi, j'ai hâte de voir. Tu vois, tu as ton Imola et 2 grands prix après, tu as l'Espagne. L'Espagne, cette année, c'était 3 arrêts au stand, alors que les recommandations, même si c'était même 4, les recommandations, c'était genre 2 et encore, tu faisais du soft et du medium. Là, c'était du medium, du hard, du du truc qui lâche. C'était complètement fou, quoi. Ouais. J'ai même plus peur pour les pneus que la monoplace, quoi. Ouais, c'est vrai que ça va Je être. sais pas si vous avez vu ce matin, mais il y a un nouveau type de pneu qui est sorti de chez Pirelli. Ah Un bon? pneu tendre, ouais, en C1. On sait, hein. Donc c'est les pneus les plus tendres de Exactement, la ouais. gamme. Oui, Ouais. parce que pour ceux qui n'ont pas vu, pour ceux qui nous écoutent et qui disent oh, what the fuck les pneus, si vous voulez, on avait fait un sujet focus notamment sur les pneus et comment bien gérer ces pneus. Et en fait, vous avez différentes gammes. Donc ça va de C1 à C5. Et en fait, C1, c'est hyper tendre. Et après, dans les tendres, vous avez les soft, les médiums, les hard. Et à chaque fois, en fait, vous avez des gammes différentes. Et C5, c'est pour les circuits où ça demande beaucoup de durabilité. Donc c'est là où on prend les pneus les plus durs. Exactement. Donc là, on passe de C1 à C6. C1 à C6. Ok. Ouais. Intéressant parce que du coup, ça va donner l'opportunité de faire des choix différents aussi. Ouais. Ok. Hâte de voir la vitesse de pointe en virage quand même. La vitesse de passage de virage dans certains cas, du coup. Oui, bah, de toute façon, ils annoncent des monoplaces quand même hyper agiles en virage aussi l'année prochaine, encore plus que cette année. Donc, ça s'annonce quand même bien. Ok, messieurs. Bah, du coup, je pense on est excellemment bon sur ce récap 2022 et les espérances 2023. Bah, pour finir, on va vous donner rendez-vous pour les échéances. Bah, du coup, ça sera février 2023 pour les tests de pré-saison à Sakir, à Bahreïn, pour tester bah, du coup les nouvelles monoplaces. Et puis entre-temps, bah, il y aura le reveal, le passage obligé que Alexandre attend avec impatience, le reveal des monoplaces. D'ailleurs, petit prono, vu qu'on aime bien ça, quelle sera la plus belle Ferrari. selon vous? Ferrari. Ça revient au rouge original. Un petit rouge original avec des petites touches légères de jaune, tu vois, genre vraiment Ok. très discret. Ah, ça Un tente le rouge jaune. vif, le Ouais. Rosso Scuderia, quoi. Ok, ok. Et toi, Yo-Yo, t'attends Alpine ou Non, je pense qu'Alpine sera classique, sera le petit bleu avec le petit aileron bleu, blanc, rouge derrière. Je sais pas, je m'y serais peut-être sur une nouvelle livrée As. Avec les nouveaux partenaires, on peut se retrouver avec un truc qui est différent. Ah, c'est C'est vrai bien qu'ils tenté. sont passés par tout type, hein, or, gris, là on est sur du blanc. Exactement, ouais. Alors si Ou vous McLaren. McLaren ah ouais, avec les jantes, etc. Je pense qu'on peut voir encore un truc qui peut ça, nous surprendre. ça peut se tenter. Bah, en tout cas, si vous êtes graphiste amateur et que vous voulez pas vous faire chier, vous posez votre CV à Red Bull, vous faites copier, coller, c'est exactement la même chose. Je sais plus, je crois qu'il y avait quelqu'un Aston hein, qui a aussi, hein.
Oui, Aston aussi. Mais Aston, tu vois, ça a changé d'écurie. C'était Racing Point, il y a eu les Roses, etc. Mais en vrai, Red Bull, je sais plus, il faudrait que je retrouve, et je le partagerai, je pense, sur le compte Twitter. Mais tu avais quelqu'un qui avait montré depuis, je sais plus, 2008 ou un truc comme ça. Mais genre, c'est du copier-coller, quoi. Les types se sont pas fait chier, hein. Tu prends en bleu, tu mets le logo de Red Bull et c'est bon. T'as fini ta journée. Allez, tu rentres. Moi, en vrai, je sais que ça fait pas très flèche d'argent, mais j'aimerais bien un retour des Mercedes en noir pour être agressif, pour montrer qu'ils sont là, tu vois. Moi, j'aimais bien cette monoplace de l'année dernière en full noir, full cover noir. Mais je pense que Après, la plus belle, ça peut être AlphaTauri, hein, en vrai. Ils ont des beaux livrets généralement et je pense qu'ils peuvent se faire un beau imagine petit livret. une Alfa Romeo comme ça, bleu aux couleurs. Non. Mais après franchement, ce que j'aimerais bien voir, ce serait complètement fou, mais je pense que ce ne serait pas possible, c'est Mercedes en rouge. Il y avait une époque où Mercedes, Ah oui, justement, ils c'est vrai. avaient fait Oui. une SEL, la Green Pig, et c'était rouge. Et tu te dis, mais ça, Mercedes, alors là, tu te dis, c'est quoi dans ce rétro? C'est une Ferrari? Eh ben non, c'est une Mercedes, loupé. Bah, attends. Il t'avait des Ouais, Williams bien aussi sûr. rouges. Ouais, t'as le Williams aussi. Hein. Je suis en train de regarder sur le côté parce que j'ai tout Mais oui. le panel des Williams. Bah après, en vrai, moi j'aimerais bien un retour des. Bah, c'est pas possible parce que du coup c'était le partenariat avec Renault, mais le Williams 93 avec du jaune, du bleu et du blanc, là c'était. J'aimais bien. J'avais eu, bah franchement, tu vois, un truc, en soi, il y a eu des beaux retours, hein. Les Mercedes noires, ça faisait penser à l'époque où c'était Minardi, Ouais. c'était vraiment tout noir. Un retour du orange un peu à l'époque Jordan, où c'était du jaune et après du orange, ça pourrait être vraiment top. Moi, j'ai peur, Yo-Yo, que Alpine, comme cette année, ils avaient le choix entre rose et bleu, ils ont privilégié plutôt le bleu que le rose, que l'année prochaine, ils fassent l'inverse. Ils se disent, bon, allez, on a fait une saison en bleu, on va intervertir, on va faire un petit peu un test, quoi. Ah ouais, ça peut être C'est ça. C'est possible, ouais. BWT le partenaire, donc Ouais. pas trop le choix. Mais c'est Non. vrai, c'est Otmar qui ramène ce partenaire-là d'ailleurs. Le Ouais. directeur d'écurie. Directeur technique, je crois. Ou alors Oui, une manager. Ferrari. McLaren, retour de McLaren typé Marlboro, blanche et rouge. Alors ça, Alors ça, t'auras pas le droit. Typé Malboro. et tu peux plus Ouais, maintenant ouais. Marlboro, mais blanc et Non, je vois rouge. bien la McLaren en mode grise et noire à l'ancienne. Grise et noir, c'était Ah oui, quoi? à l'époque de Hakkinen. Ah Ouais, ouais, 2000 quoi. l'ancienne. Ouais. Ça peut être pas mal. Ah oui, À voir. Le Mais bon, problème, c'est que c'était McLaren Mercedes à cette l'époque, donc c'est pour ça que c'est c'est vrai. plus rien. C'est vrai aussi. année, ils ont tenté un Gulf particulier, ça l'a pas trop fait. Bon, c'était sympa, hein, la Gulf, hein. Ouais. Ou alors un Alpine de l'époque 2005, Alonso Fisichella, bleu et jaune. Alors là, moi je suis 100% pour. Ouais, Mais mais édition après, Gulf de McLaren, c'était complètement fou. elle était trop bien, hein. Ils l'ont mis Ouais. l'année dernière pour Monaco, c'était complètement malade. Ah, moi, j'ai grave adoré. Ok, bah merci messieurs pour cet ultime épisode de la saison. Euh, et bah pour tous ceux qui nous écoutent, qui nous regardent sur YouTube, écoutent en podcast, nous suivent sur Instagram, Twitter, etc. Merci de nous avoir suivis sur cette première saison des Seigneurs de la F1. On espère que vous avez kiffé, que vous avez aussi appris, parce que c'est aussi le but de notre podcast, c'est de faire apprendre, de transmettre aussi notre passion à travers des conseils, des trucs qu'on a appris au fur et à mesure, sur lesquels on s'est renseigné, avec aussi un regard différent, avec un regard, on va dire, de passionné. L'année prochaine, on vous donne rendez-vous avec des nouveaux épisodes, encore plus aussi d'apprentissage. On essaiera de décrypter davantage les nouvelles monoplaces, etc. On fera peut-être un live pour faire plaisir à Alex sur les reveals des nouvelles monoplaces. Et puis bah, aussi, on vous donne un rendez-vous peut-être pour un live directement au Mans, parce qu'on sera du coup au Mans. Et on essaiera au travers de la saison 2023 bah, de vous partager aussi plus de news des autres sports auto. Durant la première saison, les 15 épisodes, on a parlé de WRC, on a parlé de MotoGP, on a parlé d'endurance, notamment avec Johan qui suit beaucoup l'endurance. On pourra aussi vous parler de Formule E,
même si c'est pas le grand kiff de tout le monde. On pourra parler d'IndyCar, de NASCAR, tout ça. On suivra tout pour vous et puis on vous décryptera tout ça. En tout cas, merci et puis on vous souhaite une très bonne fin de saison, des magnifiques fêtes de fin d'année et puis rendez-vous l'année prochaine pour le premier virage.